En 1904, dans le port battu par les vents de Saint-Malo, une enquête discrète fut ouverte par le ministère de l'Instruction publique après une série de rapports inquiétants provenant de l'orphelinat catholique Sainte-Brigitte, un établissement austère construit sur une ancienne fortification dominée par les marais. Au départ, les autorités pensaient qu'il s'agissait simplement de problèmes d'hygiène ou de discipline, car les lettres anonymes évoquaient seulement des enfants changés et un silence anormal dans les dortoirs. Mais lorsqu'une sœur hospitalière envoya un rapport décrivant un phénomène inexplicable touchant plusieurs pensionnaires, l'affaire prit soudain une ampleur nationale. Selon ce rapport, daté du 12 février 1904, 3 enfants admis quelques mois auparavant avaient commencé à présenter des manifestations physiques et comportementales que ni les médecins locaux ni le clergé ne parvenaient à comprendre. Ils ne réagissaient plus à la douleur, leurs pupilles se dilataient ou se rétractaient de manière indépendante de la lumière, et leur voix, lorsqu'ils récitaient les prières du soir, semblait porter un écho étrange, comme si plusieurs timbres résonnaient en même temps. La sœur ajoutait que les enfants restaient immobiles pendant de longues périodes, fixant le mur nord du dortoir, celui qui donnait sur la mer, comme s'ils attendaient un signal provenant des profondeurs. Ces signalements auraient pu être interprétés comme les élucubrations d'un personnel surmené si une série de photographies prises par un médecin militaire dépêché sur place n'avait pas révélé un détail troublant. Sur chaque cliché, les silhouettes des enfants affectés semblaient légèrement floues, non pas par mouvement, mais comme si l'air autour d'eux vibrait sous une tension invisible. Plus inquiétant encore, les ombres portées ne correspondaient ni à l'angle du soleil, ni à la position des lampes à huile. Elles semblaient se courber vers le sol, comme attirées par un point précis de la pièce. Le médecin, dans son rapport confidentiel, notait également que la peau des enfants semblait froide au toucher, non pas glaciale comme celle d'un malade, mais froide comme une pierre polie, encore humide. L'affaire attira enfin l'attention du préfet lorsque l'un des enseignants rapporta que les enfants, autrefois turbulents, se réveillaient désormais avant l'aube et se rendaient sans hameau dans la cour, où ils restaient alignés face à la mer, parfaitement immobiles malgré le vent qui fouettait leurs vêtements. L'instituteur affirma que leurs lèvres remuaient, comme s'ils chantaient, mais aucun son ne sortait. Seule la rumeur de la marée montante semblait répondre à leur mutisme. Lorsqu'un officier du ministère leur demanda ce qu'ils faisaient, la plus jeune fille, une orpheline de 6 ans nommée Rose Léonard, lui répondit d'une voix étonnamment posée. « Nous écoutons ce qui nous appelle. » Cette phrase, consignée dans le procès-verbal officiel, marqua le début d'une enquête bien plus vaste, car à partir de ce jour-là, de nouveaux phénomènes commencèrent à apparaître dans les dossiers administratifs. Les enfants touchés manifestaient une résistance anormale aux maladies de saison. Leur température corporelle variait de plusieurs degrés au cours d'une même journée. Leur rythme cardiaque ralentissait durant les marées basses, puis accélérait brutalement lorsque la mer se retirait davantage à l'accoutumée. Les médecins parlaient d'un synchronisme biologique inexplicable, tandis que le clergé, déjà divisé sur l'interprétation du phénomène, commençait à évoquer la possibilité d'une « grâce inversée », un terme jamais utilisé jusque-là. Certains prêtres affirmaient que les enfants recevaient un signe divin, d'autres y voyaient au contraire une influence contraire, car les enfants semblaient de plus en plus détachés des rites religieux traditionnels. Ils récitaient les prières de manière mécanique, sans émotion, leurs yeux fixés non pas sur la croix, mais sur l'horizon marin visible par les fenêtres. Une sœur témoigna même qu'en pleine nuit, elle avait entendu des pas dans le dortoir, puis avait trouvé les enfants debout autour de leur lit, parfaitement silencieux, tous tournés vers la même direction, celle de l'ancienne citerne souterraine, aujourd'hui murée, qui autrefois recueillait l'eau de pluie pour les soldats de la forteresse. Le lendemain de cet incident, l'un des garçons dessina dans son cahier une forme circulaire, entourée de traits irréguliers, comme une sorte de symbole, accompagnée de la phrase « Ça revient avec la mer ». Lorsqu'on lui demanda ce que cela signifiait, il répondit simplement
Vous ne l'entendez pas, vous. Devant la multiplication de ces scènes énigmatiques, le ministère ordonna la tenue d'un audit complet de l'établissement, exigeant que chaque membre du personnel consigne au quotidien les comportements inhabituels. Ces journaux, aujourd'hui partiellement conservés, témoignent d'un glissement progressif. Les enfants affectés, bientôt surnommés ainsi par les sœurs, développaient des habitudes de veille nocturne, se réveillant exactement au moment où la marée atteignait son point le plus haut. Le phénomène cessa d'être seulement étrange pour devenir inquiétant, lorsqu'un orage soudain frappa la région. Alors que la foudre éclairait les vitres de l'orphelinat, les enfants affectés levèrent simultanément la tête et murmuraient une phrase que l'instituteur présent dans le dortoir crut entendre distinctement. « Ce n'est pas encore ouvert ». C'est à ce moment-là que l'État, jugeant la situation suffisamment grave, envoya sur place un inspecteur spécialisé dans les anomalies scolaires, chargé de comprendre si les enfants souffraient d'une affection neurologique ou d'un phénomène environnemental particulier. Mais à son arrivée, l'inspecteur fit une découverte encore plus surprenante. Plusieurs dossiers médicaux des enfants avaient été modifiés, ratourés ou remplacés par des documents portant des dates incohérentes, certains indiquant des naissances impossibles, d'autres mentionnant des vaccinations datant de périodes où l'orphelinat était fermé. Lorsqu'il interrogea les sœurs, aucune ne reconnut avoir rédigé ces dossiers. Une d'entre elles affirma même qu'elle n'avait jamais vu certains des enfants avant l'apparition des premiers phénomènes, comme s'ils étaient arrivés tous ensemble un matin de brouillard, sans que personne ne sache vraiment d'où ils venaient. C'est ainsi que, peu à peu, la question la plus dérangeante s'apposa au cœur de l'enquête. Et si ces enfants n'étaient pas seulement affectés par quelque chose, mais porteurs de quelque chose? Lorsque l'inspecteur Armand Delatour arriva enfin à l'orphelinat Sainte-Brigitte le 4 mars 1904, il trouva un établissement plongé dans un calme si dense qu'il en parut presque artificiel, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les sœurs l'accueillirent avec une courtoisie nerveuse, évitant soigneusement de prononcer le nom des enfants affectés, comme si l'évoquer risquait d'aggraver la situation. Delatour, habitué aux écoles rurales, aux orphelinats surpeuplés et aux internats disciplinaires, sentit immédiatement que ce qu'il allait examiner dépassait les simples anomalies scolaires. Sa première observation fut la cour intérieure. Les enfants jouaient, mais sans éclat de voix, sans agitation, chacun se déplaçant avec une précision presque chorégraphiée. Seuls 4 d'entre eux, ceux mentionnés dans les rapports, restèrent immobiles près du vieux puits scellé, le regard tourné vers la mer dont on apercevait la ligne, grise et mouvante entre les toits de l'ancienne forteresse. Lorsqu'il tenta de les saluer, ils ne réagirent pas. Pourtant, lorsqu'un lointain grondement de vagues se fit entendre, leurs têtes se tournèrent légèrement comme mues par un réflexe commun. Perplexe, Delatour demanda à consulter les archives internes de l'orphelinat, mais trouva les dossiers dans un état de confusion totale. Plusieurs fiches portaient des inscriptions superposées, certaines dates avaient été modifiées et dans certains documents, les noms des enfants semblaient écrits d'une main qui n'était celle d'aucune sœur. Il nota également qu'un certain nombre de feuilles semblaient avoir été copiées plusieurs fois, mais avec de minuscules variations presque imperceptibles, comme si quelqu'un avait tenté de réécrire l'histoire administrative de ces enfants sans parvenir à stabiliser les informations. En interrogeant la directrice, sœur Angèle, il apprit que ces anomalies avaient commencé le jour où une tempête soudaine frappa la côte, une tempête dont les vagues atteignirent un niveau inhabituel, frappant même les murs épais du rempart. Ce soir-là, selon elle, les 4 enfants avaient été retrouvés debout dans le couloir menant à la citerne condamnée, une pièce scellée depuis plus de 50 ans, car jugée instable. Lorsqu'une sœur voulut approcher, l'un des enfants, un garçon de 8 ans, nommé Jules, posa la main sur la pierre du mur et prononça une phrase étrange. « Ça vient de dessous ». Aucun des adultes présents n'avait compris ce qu'il voulait dire. L'inspecteur, intrigué,
demanda à voir l'endroit exact, mais la porte menant à la citerne était maintenant renforcée par 2 barres de fer posées à la hâte. Pourtant, malgré la fermeture parfaite, de la tour perçut un courant d'air froid émanant des interstices de la pierre, un froid humide qui ne ressemblait ni à un courant d'autorité ni à un problème de ventilation. Il nota cet élément dans son carnet avec un point d'interrogation. L'après-midi, il entreprit de mener une évaluation médicale des enfants affectés. Leur température variait de manière anormale, 32 degrés Celsius, puis 37 degrés Celsius 10 minutes plus tard, puis de nouveau basse, comme si leur corps répondait à un rythme qui ne correspondait pas aux fonctions biologiques normales. Leur pulsation cardiaque ralentissait à l'approche de la marée haute et accélérait brusquement lorsque le flux commençait à redescendre, phénomène confirmé par l'infirmière qui s'occupait d'eux depuis plusieurs semaines. « Ils obéissent à l'eau », dit-elle dans un souffle. De la Tour rejeta cette interprétation comme trop poétique, mais dut admettre que les faits eux-mêmes semblaient lui donner raison. Il nota également que les enfants parlaient rarement, mais lorsqu'ils le faisaient, leur voix semblait porter une résonance inhabituelle, presque métallique, comme si un second son, plus faible, se mêlait à leur voix principale. Lors d'un entretien individuel, il demanda à la jeune Rose ce qu'elle entendait lorsqu'elle fixait la mer. L'enfant le regarda avec un calme déroutant avant de répondre « Ce qui est sous nous ». Lorsqu'il tenta d'obtenir davantage de détails, elle ajouta simplement « Vous ne comprendrez pas, vous n'avez pas été appelé ». Cette phrase, identique à celle qu'elle avait prononcée quelques jours plus tôt selon les journaux, renforça l'idée que le phénomène possédait une cohérence interne. En fin de journée, l'inspecteur demanda aux sœurs de lui montrer les 4 lits des enfants affectés. Il nota que leur linge était parfaitement sec, même les nuits d'orage, et que les matelas semblaient étonnamment froids, malgré la présence récente des enfants. L'un de lits portait une tache circulaire, à peine visible, que les sœurs avaient tenté de nettoyer sans succès. Cette tache, analysée plus tard par un chimiste, se révélerait être composée de minéraux marins, sel, traces de calcaire et une substance colloïdale indéterminée que l'on ne trouvait normalement qu'au fond des puits côtiers. Le soir venu, alors que la marée montait, de la Tour voulut observer les enfants dans le réfectoire. Il les trouva assis, silencieux, fixant encore une fois le mur nord, comme s'ils attendaient quelque chose. Soudain, un grondement lointain retentit, pourtant aucune vague ne pouvait atteindre cette partie de la ville. Les enfants tournèrent simultanément la tête, et leurs yeux semblèrent capter une lueur invisible pour les adultes. Puis, d'une seule voix, ils murmurèrent « presque ». Ce mot, enregistré dans le rapport officiel, marqua pour de la Tour un tournant. Il n'était plus question de simples comportements étranges, mais d'une forme d'attente ritualisée, partagée, structurée. Cette nuit-là, alors qu'il consigna ses observations, l'inspecteur entendit, au loin, un bruit sourd qui sembla provenir dessous les fondations de l'orphelinat. Les sœurs affirmèrent que ce bruit survenait parfois, surtout lors des grandes marées. Mais lorsque de la Tour se rendit dans la cour pour inspecter les murs extérieurs, il remarqua quelque chose d'impossible à ignorer. Sous la vieille pierre, à l'endroit exact où la citerne condamnée se trouvait, un infime frémissement parcourait la surface, comme si quelque chose, quelque part, dans les profondeurs, bougeait lentement en suivant le rythme de la mer. À ce moment précis, une idée encore floue, mais terrifiante, commença à prendre forme dans son esprit. Et si les enfants n'étaient pas en train de développer un phénomène interne, mais de répondre à quelque chose d'externe? Au matin du 7 mars 1904, l'inspecteur de la Tour, de plus en plus troublé par les phénomènes observés à l'orphelinat Sainte-Brigitte, décida d'étendre son enquête au-delà du bâtiment lui-même, convaincu que les comportements des enfants étaient liés non seulement à la mer, mais aussi à l'histoire souterraine de la forteresse sur laquelle l'orphelinat avait été construit. Ses recherches le menèrent aux archives municipales de Saint-Malo, où il découvrit des plans oubliés indiquant l'existence d'un ancien réseau de galeries creusé à l'époque des corsaires et partiellement inondé par la marée. Selon ces documents,
l'ancienne citerne murée n'était pas un simple réservoir, mais l'entrée d'un système complexe de chambres et de conduits reliant plusieurs points de la fortification. Intrigué, De la Tour demanda l'accès à ces galeries, mais la mairie refusa pour raison de sécurité, les passages étant instables et sujets à des effondrements. Pourtant, un vieil ingénieur à la retraite, ayant participé aux travaux de consolidation à la fin du XIXe siècle, accepta de le rencontrer et lui révéla un détail qui changea le cours de l'enquête. « Nous avons scellé la citerne non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce que nous avons entendu des sons qu'aucune explication ne pouvait justifier, surtout les nuits de pleine marée. » Selon lui, plusieurs ouvriers avaient décrit un murmure, semblable à des voix humaines, résonnant depuis les profondeurs. Certaines nuits, l'eau montait dans les galeries plus haut que ne le permettaient les calculs du niveau de la mer, comme si une pression sous-jacente poussait l'eau vers le haut. En entendant cela, De la Tour sentit un frisson courir dans sa nuque, car ces descriptions correspondaient parfaitement aux phénomènes entourant les enfants, dont les signes vitaux semblaient liés aux marées. De retour à Sainte-Brigitte, il entreprit une observation nocturne du dortoir, s'installant derrière un paravent pour ne pas être vu. Vers 2h30, une lueur blanchâtre traversa les fenêtres. Pourtant, la lune était voilée et les lanternes du port éteintes. Quelques secondes plus tard, les 4 enfants se levèrent simultanément, comme guidés par un signal muet. Leurs pas étaient lents, mais parfaitement synchronisés. Ils se dirigèrent vers le mur nord et posèrent les mains à plat contre la pierre. De la Tour pétrifiée nota que leurs paumes restaient immobiles malgré le froid glacial. Soudain, un bruit sourd résonna dans les murs, un son profond, comme un coup porté depuis l'intérieur de la roche. Les enfants murmurèrent alors un mot que l'inspecteur comprit avec difficulté. « Encore ». La scène dura moins d'1 minute, puis les enfants retournèrent dans leur lit et s'endormirent aussitôt, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, lorsque De la Tour tenta de leur parler, ils se contentèrent de le regarder sans répondre. Mais il y eut la certitude qu'ils savaient qu'il les avait observés. Pour approfondir sa compréhension du phénomène, il fit venir de Rennes un médecin de l'armée, habitué aux cas de fatigue extrême chez les marins. Après examen, celui-ci confirma que les rythmes respiratoires et cardiaques des enfants présentaient des variations si régulières qu'ils semblaient suivre un cycle externe, comme si un métronome invisible réglait leurs fonctions vitales. Toutefois, ce qui inquiéta le plus De la Tour fut l'analyse d'une mèche de cheveux coupée sur l'un des enfants. Elle contenait des traces de minéraux marins, mais pas ceux que l'on trouve dans la région, des minéraux caractéristiques des profondeurs abyssales, à des centaines de kilomètres de la côte. Perplexe, le médecin conclut que cela relevait de l'impossible, car jamais un enfant n'aurait pu entrer en contact avec de telles particules. Cette découverte fit naître en De la Tour une hypothèse dérangeante. Et si les enfants n'avaient pas été affectés par quelque chose provenant de l'orphelinat, mais par quelque chose remontant des galeries sous-marines ? Cherchant des preuves supplémentaires, il demanda à consulter les objets personnels des enfants. Dans les tiroirs des commodes, il trouva plusieurs dessins représentant toujours la même forme circulaire, entourée de lignes ondulées, identiques à celui déjà découvert dans le cahier de Jules. Mais cette fois, un élément nouveau apparut, une silhouette, dessinée à la périphérie du cercle, comme si quelqu'un ou quelque chose se tenait à l'extérieur observant. Aucun des enfants ne reconnut avoir dessiné cette silhouette, et pourtant leurs traits se ressemblaient d'un dessin à l'autre, au point que De la Tour se demanda si l'image n'avait pas été guidée par une influence commune. Ce soupçon prit de l'ampleur lorsqu'une sœur lui rapporta un incident survenu 2 nuits plus tôt. Elle avait aperçu Rose dans le couloir, immobile, fixant la fissure du mur menant à la citerne condamnée. Lorsqu'elle l'avait appelée, la fillette s'était retournée lentement et avait répondu « Il y a quelqu'un dans l'eau ». Le ton calme, presque descriptif, avait glacé la sœur qui n'osait rien dire aux autres membres du personnel. De la Tour nota réticuleusement chaque témoignage, mais ce fut une découverte fortuite qui transforma son inquiétude en certitude. En examinant le sol près du mur nord, il trouva des traces d'humidité salée, comme si de l'eau s'était infiltrée depuis l'intérieur du mur. Or la citerne se trouvait plusieurs mètres plus bas et la marée était basse. Il essuya la pierre, observa, attendit,
puis vit, sous ses yeux, une goutte d'eau claire émerger lentement d'une fissure. Cette eau, analysée plus tard, contenait des micro-organismes typiques des zones sous-marines profondes. Cela signifiait qu'une circulation d'eau impossible par les lois naturelles reliait l'orphelinat à une source inconnue. Lorsque Delatour tenta d'en parler à la directrice, celle-ci lui répondit avec gravité « Vous ne comprenez pas, inspecteur. Ce que vous observez, nous l'avons vu grandir. Ce n'est pas la mère qui vient à eux, c'est eux qui l'écoutent. » À ce moment-là, pour la première fois, Delatour comprit que l'orphelinat n'était pas seulement le théâtre d'un phénomène étrange, mais peut-être une porte ouverte par 4 enfants qui, pour une raison encore inconnue, entendaient quelque chose que personne d'autre n'entendait. Les jours suivants, l'inspecteur Delatour décida de concentrer son enquête sur l'origine réelle des 4 enfants affectés, convaincu qu'ils n'appartenaient pas entièrement au monde administratif dans lequel leur dossier prétendait les inscrire. En examinant minutieusement les registres de naissance, il remarqua plusieurs incohérences flagrantes. Les dates d'admission ne correspondaient pas aux dates de baptême, certains noms apparaissaient sur des listes disparues depuis longtemps, et surtout, aucune trace des parents ne pouvait être trouvée, malgré les recherches dans 3 départements. Selon les archives de l'orphelinat, les enfants avaient été déposés un matin de brouillard épais par un homme que personne n'avait reconnu. Un marin, peut-être, portant un manteau trop usé pour qu'on identifie un uniforme. Mais lorsque Delatour demanda une description précise, les versions divergeaient. Certaines sœurs parlaient d'un homme très grand, d'autres d'un homme presque voûté, et l'une affirma qu'en se retournant, elle avait eu l'impression que l'air derrière lui tremblait comme au-dessus d'une flamme. Ce que toutes confirmèrent en revanche était le silence total qui avait accompagné son passage. Aucun bruit de pas, aucun souffle de vent, comme si la cour entière s'était figée en même temps que lui. Troublé par cette contradiction, Delatour décida d'inspecter de nouveau la zone autour de la citerne condamnée. Cette fois, il remarqua un détail qu'il avait négligé auparavant. Un motif discret, presque effacé, gravé dans la pierre près du sol. Un cercle entouré de petits traits irréguliers, identiques à celui dessiné par les enfants dans leurs cahiers. Lorsqu'il passa le doigt dessus, il sentit que la gravure était légèrement plus fraîche que les pierres environnantes, comme si elle avait été faite bien après la fermeture officielle de la citerne. Au même moment, un bruit sourd retentit sous ses pieds, un bruit lent, rythmé, semblable à un pouls gigantesque résonnant depuis les profondeurs. Il recula instinctivement, mais le son s'interrompit aussitôt. Notant ce phénomène, Delatour décida d'installer une surveillance discrète près du mur nord pour la nuit suivante. Mais ce qu'il observa dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Vers 3 heures du matin, les 4 enfants se levèrent à nouveau, mais cette fois, leur démarche n'était plus hésitante, elle était assurée, presque rituelle. Ils se placèrent autour du lit vide d'un enfant récemment transféré pour maladie, comme s'ils savaient exactement où se tenir. De leurs mains, ils tracèrent sur les draps un cercle invisible que Delatour discerna uniquement grâce au mouvement lent et précis de leurs doigts. Quelques secondes plus tard, un bruit très léger résonna dans la pièce, comme un tintement étouffé venant de l'intérieur du lit, pourtant vide. Les enfants se retournèrent alors en direction du mur nord et murmurèrent le mot « ouvert ». Le lendemain, l'inspecteur fit déplacer le lit pour vérifier s'il y avait une faille dans le plancher, mais ne trouva rien d'anormal si ce n'est une fine pellicule de sel déposée sous les lattes de bois. Inquiet, il décida d'interroger individuellement l'un des garçons, Adrien, le plus âgé des 4. Lorsqu'il lui demanda ce qu'ils avaient fait pendant la nuit, l'enfant répondit calmement « Nous préparons l'arrivée ». Le ton, dépourvu d'émotion, rappela à Delatour les récits des pêcheurs locaux, décrivant l'avant-goût d'une tempête encore invisible.
Cherchant à comprendre, il lui demanda ce qui devait arriver. L'enfant inclina la tête et répondit « Ce que vous n'avez jamais vu, mais que vous avez déjà entendu. » Cette réponse sibylline renforça la conviction de Delatour que les enfants n'agissaient pas seuls, qu'ils répondaient à une influence qui se manifestait dans les profondeurs de la forteresse. Persuadé que la clé se trouvait sous l'orphelinat, il réussit enfin à convaincre un maçon local d'ouvrir, discrètement et sans en informer la mairie, une petite section du mur latéral de la citerne scellée. Lorsqu'ils déplacèrent la première pierre, un courant d'air glacial s'en échappa, chargé d'odeurs d'algues et de métal. La pierre suivante révéla quelque chose d'encore plus étrange. Un filet d'eau parfaitement clair s'écoulait depuis un conduit bien trop haut pour être alimenté par la citerne. En éclairant l'intérieur avec une lampe à huile, il crut voir quelque chose dans l'obscurité, un mouvement lent, non pas celui de l'eau, mais celui d'une ombre épaisse, glissant le long de la paroi, presque en silence. Le maçon, terrifié, refusa de continuer l'ouverture et referma la pierre immédiatement. Cette nuit-là, alors que Delatour consignait ce qu'il avait vu, un événement inattendu survint. Un marin du port de Saint-Malo, venu alerter la direction de l'orphelinat, affirma qu'en passant près de la plage à marée basse, il avait vu 4 enfants marchant sur le sable humide, alignés, avançant sans laisser de traces derrière eux. Selon lui, il semblait écouter quelque chose sous le sol, posant parfois la main sur le sable comme pour percevoir une vibration. Lorsqu'il les avait appelés, ils n'avaient pas réagi. Ce témoignage, corroboré par un second témoin, confirma à Delatour que les enfants n'étaient plus seulement réceptifs, ils étaient guidés. Le lendemain, en inspectant le dormitoire, il trouva sous les lits des enfants affectés de petits fragments de pierre semblables à ceux de la citerne, comme si quelqu'un ou quelque chose avait transporté ces morceaux depuis les profondeurs jusqu'au dormitoire. Lorsqu'il demanda aux sœurs si elles avaient touché aux pierres, toutes nièrent catégoriquement. Alors, pour la première fois, Delatour se demanda si l'influence qui agissait sur les enfants ne tentait pas également d'agir sur l'orphelinat lui-même, comme si la forteresse, vieille de plusieurs siècles, devenait à son tour un instrument d'écoute, un relais entre la mère et les enfants. Cette idée s'imposa d'autant plus lorsqu'il remarqua que la pierre gravée près du mur nord semblait légèrement déplacée, comme si elle avait été poussée de l'intérieur. Il comprit alors avec une clarté terrifiante que quelque chose dans les profondeurs avait commencé à répondre aux enfants et que l'échange n'était plus à sens unique. Les jours suivants, l'inspecteur Delatour redoubla de prudence, car il sentait désormais que les événements de l'orphelinat Sainte-Brigitte suivaient un rythme qu'il ne contrôlait pas et qu'aucune mesure administrative ne pouvait arrêter. Chaque élément découvert depuis son arrivée semblait converger vers une même idée. Les enfants n'étaient pas en train de développer une anomalie biologique, mais d'accomplir une étape d'un processus plus vaste, comme s'ils participaient à un dialogue silencieux avec quelque chose enfoui sous la forteresse. Cette hypothèse se renforça lorsqu'il consulta les registres de la paroisse, datant de plusieurs décennies. Il y trouva 3 mentions d'incidents similaires, survenus en 1852, 1781 et même 1714. Chaque fois impliquant de jeunes pensionnaires du même bâtiment, avant qu'il ne devienne un orphelinat, qui manifestaient des comportements inexplicables liés aux marées. Ces notes, rédigées par des prêtres inquiets, mentionnaient des enfants éveillés par les profondeurs, des chants muets entendus près de la citerne, et même un cas où un jeune garçon avait passé une nuit entière à fixer un mur sans jamais cligner des yeux. Mais ce qui glaça Delatour fut une annotation en marge d'un registre de 1714. Quand la mère s'éloigne trop, elle demande à être suivie. Certains entendent l'appel. Ce lien historique suggérait que les phénomènes de Sainte-Brigitte n'étaient pas nouveaux,
mais cyclique, réapparaissant tous les 50 à 60 ans comme une marée invisible. Déterminé à comprendre la nature de cette influence, De la Tour entreprit de retourner dans l'atelier abandonné sous la forteresse, où le maçon avait à peine entrouvert l'accès aux galeries. Il attendit la marée basse, persuadé que ce moment précis pourrait révéler de nouveaux signes. Lorsqu'il approcha de la pierre scellée, il constata que le contour du symbole gravé, ce cercle entouré de lignes irrégulières, semblait légèrement modifié, comme si quelqu'un avait ajouté une nouvelle marque, un trait fin, orienté vers le bas, pointant directement vers les profondeurs. Il ne pouvait s'agir d'un phénomène naturel. En posant l'oreille contre le mur, il entendit un son étrange, très faible, mais régulier, semblable au bruit d'un goutte-à-goutte inversé, comme si l'eau remontait au lieu de descendre. Il recula brusquement lorsque la pierre vibra légèrement sous sa main. Ce soir-là, alors qu'une tempête se préparait au large, les enfants se comportèrent d'une manière encore plus inquiétante. Ils quittèrent leur lit à l'unisson, traversèrent le dortoir sans un bruit et se rendirent dans le couloir menant à la citerne condamnée. Cette fois, ils posèrent leurs mains contre la porte de pierre et, simultanément, leurs yeux semblaient capter une lueur que De la Tour ne percevait pas. L'un d'eux murmura « Cela monte ». Au même instant, une vague d'air humide et froid glissa sous la porte, comme si l'espace derrière elle s'était soudain rempli d'une masse d'eau invisible. Puis un son profond, presque un appel, résonna pendant une seconde avant de disparaître. Le lendemain matin, les sœurs rapportèrent que les enfants avaient dessiné de nouveaux symboles dans la cour, non pas avec de la craie, mais avec une fine poudre blanche, ressemblant à du sel. La plupart des lignes semblaient abstraites, mais une d'elles représentait clairement une silhouette humanoïde, allongée, orientée vers le bas, comme si elle descendait ou se laissait entraîner. Ce symbole rappela à De la Tour les dessins qu'il avait observés dans les registres anciens, dont certains mentionnaient un être qui attend sous la mer. Il commença alors à redouter que ce qu'il prenait pour une influence diffuse ne fût en réalité quelque chose de plus précis, quelque chose qui communiquait à travers les enfants. Sa crainte fut renforcée lorsqu'un marin expérimenté du port affirma avoir vu, au lever du soleil, 4 enfants debout sur la digue, regardant l'océan, leur silhouette parfaitement immobile, malgré un vent si fort qu'il faillit le renverser lui-même. Il ajouta que lorsqu'il s'était approché, les enfants avaient tourné la tête d'un même mouvement, comme un seul être, avant de s'éloigner sans bruit. Cette synchronisation inhabituelle chez des enfants inquiéta De la Tour au plus haut point. Mais l'événement le plus dérangeant survint la nuit suivante. Alors qu'il notait ses observations dans la salle commune, il entendit un bruit régulier provenant du mur nord. Non pas un coup, mais une série de pulsations, parfaitement rythmées, qui semblaient correspondre au battement d'un gigantesque cœur. Chaque vibration faisait frémir la pierre, comme si quelque chose approchait, lentement, méthodiquement. Puis, soudain, tout s'arrêta. Le silence retomba oppressant. Mais à peine quelques minutes plus tard, un autre son se fit entendre, un son différent, plus clair, presque métallique, un tiletant provenant de la toiture. En montant inspecter les combles, De la Tour découvrit quelque chose qu'il ne put s'expliquer. Une longue trace d'humidité salée serpentait le long des poutres, comme si de l'eau s'était infiltrée depuis le toit, alors qu'il n'avait plu ni cette nuit-là, ni la veille. Il suivit la trace jusqu'à une lucarne donnant sur la mer, et là, en regardant vers l'horizon, il a eu l'impression fugace de voir une lueur pâle sous l'eau,
comme un éclair sans orage. Lorsqu'il cligna des yeux, elle avait disparu. En retournant dans le dortoir, il trouva les 4 enfants assis sur leur lit, éveillés, regardant droit devant eux. Ils ne sursautèrent pas, ne semblèrent pas surpris de le voir. L'un d'eux lui dit simplement « Ce n'est plus en bas ». Sans qu'il sache pourquoi, de la Tour sentit que la prochaine étape du phénomène, quelle qu'elle soit, ne se déroulerait plus seulement sous la forteresse, mais remonterait vers eux. Le 12 mars 1904, alors que la tempête annoncée depuis plusieurs jours s'abattait enfin sur la ville de Saint-Malo, l'inspecteur de la Tour comprit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour démêler l'origine des phénomènes qui accablaient l'orphelinat Sainte-Brigitte. Toute la journée, les sœurs avaient signalé des comportements de plus en plus inhabituels chez les 4 enfants. Ils ne répondaient à aucune sollicitation, ne mangeaient presque pas, mais restaient assis parfaitement droits, comme s'ils attendaient un signal précis. Ce soir-là, vers 20h, la pluie commença à frapper les vitres avec une régularité presque métronomique, et la mer, gonflée par les rafales, atteignit un niveau qu'aucun registre local n'avait jamais consigné. De la Tour, persuadé que ce climat extrême faisait partie du phénomène, demanda que tout le personnel reste dans le réfectoire. Mais à peine eut-il émis l'instruction qu'une sœur surgit, paniquée, affirmant que les enfants avaient quitté le dortoir sans qu'elle s'en rende compte. La directrice, alarmée, demanda immédiatement une fouille du bâtiment. De la Tour se rendit d'abord dans le couloir nord, près de la citerne murée, et ce qu'il vit confirma ses pires craintes. La pierre gravée, celle dont les symboles semblaient changer de jour en jour, avait glissé d'environ 5 cm, comme si une poussée venue de l'intérieur l'avait déplacée. Derrière la fente nouvellement créée, un souffle d'air humide pulsait, rappelant étrangement celui d'une respiration lente et régulière. Avant qu'il ne puisse pousser plus avant son inspection, un bruit sourd, semblable au choc d'une vague contre une paroi lointaine, résonna sous leurs pieds, faisant vibrer la pierre du sol. Les sœurs se reculèrent, effrayées. Mais de la Tour, animé d'un mélange de fascination et de devoir, s'approcha davantage. Lorsqu'il posa la paume contre le mur, il sentit une pulsation, presque un rythme, qui augmentait au fur et à mesure que la marée montait dehors. Soudain, un cri retentit dans la cour, et tous accoururent. Les 4 enfants étaient là, debout sous la pluie battante, tournés vers la mer invisible derrière les remparts. Malgré les bourrasques, ils restaient parfaitement immobiles, leurs vêtements plaqués contre leur corps comme figés par une force extérieure. De la Tour leur cria de rentrer, mais aucun ne réagit. Ce n'est qu'au moment où la cloche de la chapelle sonna une fois, sans qu'aucune sœur ne l'ait actionnée, que les enfants tournèrent lentement la tête vers l'inspecteur, et, pour la première fois depuis son arrivée, il eut la sensation qu'il ne le voyait pas comme un simple adulte, mais comme un témoin d'une étape qu'il semblait attendre depuis longtemps. Jules, le garçon le plus âgé, avança d'un pas et dit, d'une voix étonnamment claire, « C'est ouvert maintenant. » À cet instant précis, un grondement profond, plus puissant que tous les précédents, traversa les fondations. La rampe de la cour vibra, les vitres des fenêtres tremblèrent, et le sol lui-même sembla s'affaisser d'1 millimètre, comme si quelque chose de massif venait de bouger sous la forteresse. Les sœurs se signèrent, terrifiées. Mais de la Tour, cherchant à empêcher les enfants de s'approcher davantage du mur nord, fit quelques pas vers eux. Pourtant, avant qu'ils ne puissent les atteindre, un bruit étrange se fit entendre, comme un cliquetis répétitif, comme si les pierres elles-mêmes commençaient à se déplacer. La pierre gravée de la citerne glissa encore, cette fois d'un mouvement plus décisif, laissant apparaître une ouverture mince mais visible. De cette fente s'échappa une brume froide, translucide, qui se dispersa dans l'air en ondulations presque régulières, comme suivant un rythme venu des profondeurs. Les enfants, eux, semblaient la reconnaître, car ils se tournèrent immédiatement vers la fissure, attirés comme par une force silencieuse. De la Tour, conscient du danger, s'interposa, mais à cet instant, la forteresse trembla de nouveau, et la brume se condensa en un rayon étroit de lumière pâle qui parcourut le sol jusqu'aux pieds des enfants. Malgré la peur, il remarqua que cette lumière ne semblait pas physique, qu'elle n'illuminait rien autour d'elle,
mais plutôt être un signal, une forme de communication. Rose s'agenouilla et posa les mains dessus en murmurant « On peut entendre maintenant ». Cette phrase glaça de la tour, qui comprit que la forteresse, l'eau souterraine et les enfants n'étaient plus des éléments séparés, mais les parties d'un même phénomène dont il venait, malgré lui, de devenir témoin privilégié. Pour tenter de reprendre le contrôle, il donna l'ordre d'évacuer les enfants à l'intérieur. Mais au moment où il voulut les saisir par le bras, la lumière disparut subitement et la vibration cessa. Le silence qui suivit fut total. Un silence si profond que même le bruit de la tempête sembla s'éloigner. Puis, lentement, les enfants se relevèrent et marchèrent vers lui, sans agitation, sans résistance, comme s'ils venaient de comprendre quelque chose qui lui resterait à jamais inaccessible. Ce fut à cet instant précis que de la Tour comprit que l'événement principal, celui que la mer, la forteresse et les enfants attendaient, n'avait pas encore eu lieu. Le lendemain matin, alors que le ciel s'était dégagé, il retourna inspecter le mur nord. La pierre gravée avait repris sa place parfaitement alignée, comme si rien ne s'était produit, aucune trace d'ouverture, aucune brume, aucune lumière. Pourtant, au pied du mur, il trouva 4 empreintes identiques tracées dans la poussière. Non pas les empreintes des enfants, mais 4 marques circulaires parfaitement régulières, comme imprimées par un objet lisse et froid. Personne n'en reconnut la forme, et aucun outil du bâtiment ne pouvait les produire. Dans son dernier rapport adressé au ministère, de la Tour écrivit une phrase qui surprit tout le monde. « Je ne sais pas ce qui a tenté de remonter, mais je sais que les enfants n'en étaient pas les victimes. Ils en étaient les messagers. » Ce rapport fut classé, jamais rendu public. Quant aux 4 enfants, ils furent transférés dans un autre établissement, mais les dossiers disparurent dans les mois qui suivirent. Certains disent que leurs noms réapparaissent parfois dans des registres beaucoup plus anciens. D'autres affirment les avoir vus près des digues lors de marées exceptionnelles. Une chose est sûre, depuis 1904, l'orphelinat Sainte-Brigitte n'a plus jamais été occupé. Et parfois, lors de nuits très calmes, les habitants affirment entendre un murmure venant des fondations, un murmure qui semble attendre une réponse.